Et on est ensemble pour le débat jusqu'à midi avec nos 4 éditorialistes polémistes du jour que l'on salue. Thomas Porte, bonjour. Bonjour. Conseiller politique porte-parole de Sandrine Rousseau, présidente de l'Observatoire national de l'extrême droite. Jérôme Dubuc est là aussi. Bonjour. Membre de La République En Marche, Mathieu Chaigne. Bonjour. Mathieu, directeur associé à BVA Nudge Unit, cofondateur de Délit d'opinion. Et puis Noémie Aliwa, essayiste et journaliste à I24 News. On va commencer par... Il n'y a aucun polémiste. Non, alors journaliste, polémiste. Je voudrais préciser qu'il n'y a aucun polémiste. Ah bon, d'accord. Bon, Parlez pour vous. Ça commence bien. Allez, on y va. Bah tiens, élève Dubuc, vous allez commencer par dire coup de cœur ou coup de gueule. Dites-nous tout. Non, moi j'avais un coup de gueule sur la Chine, mais je suis assez fréquent parce que la semaine dernière ou il y a 10 jours, j'avais poussé un coup de gueule sur les nouvelles productions et l'accélération de la production du charbon en Chine. Ouais. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule contre les autorités chinoises sur les freins qu'ils mettent sur les enquêtes à Wuhan. Alors, on avait déjà eu la séquence avec l'OMS, vous vous souvenez, puisque un certain nombre d'enquêteurs de l'OMS avaient d'abord été mis en quarantaine pendant une quinzaine de jours. On les avait sortis de la quarantaine, mais ils n'avaient pas pu faire ce qu'ils voulaient. Vous vous souvenez de cette conférence de presse absolument hallucinante, où c'était le ministre de la Santé chinois qui faisait la conférence de presse, et on avait les 20 enquêteurs qui étaient assis au rang d'oignon et silencieux, alors que c'était eux qui avaient enquêté sur ce qui s'était passé à Wuhan. Et aujourd'hui, enfin plutôt hier, sont sorties des informations venant de l'Institut Santé des États-Unis. Alors, ils sont sujets à polémique, donc il va falloir faire attention à ce qu'ils ont dit également, disant qu'à Wuhan, dans les laboratoires, on avait bien manipulé des coronavirus. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça va donner, si cette enquête sera sérieuse et va pouvoir aller jusqu'au bout, parce que, évidemment, les autorités chinoises freinent des cas de fer, ont peur de découvrir ce qui s'est exactement passé, si tant est qu'ils ne le sachent pas déjà, bien évidemment. Et donc, il va falloir quand même résoudre ce problème, parce que les enjeux vont être considérables. De deux choses une, ou bien on découvre qu'effectivement, il y a eu un accident dans ce laboratoire, il y a eu une fuite. C'est ce que nous avait dit Donald Trump pendant tout son mandat, enfin, à partir du moment où le coronavirus, fin 2019, s'était répandu, ou effectivement le laboratoire ou les laboratoires ne sont pas en cause, et à ce moment-là, c'est une autre cause. Mais on ne peut pas rester dans l'incertitude, on ne peut pas rester dans ces blocages, et on ne peut pas rester dans ces empêchements que met en place la Chine depuis 1 an et demi. Depuis 18 mois, on voit bien qu'il y a quasiment pas de moyens de pression, ou tellement peu. Je veux dire, on n'avance pas. Écoutez, pour le moment, l'OMS s'est agenouillée devant la Chine, puisque c'est la Chine qui contrôle l'OMS depuis un certain nombre d'années. Les grandes puissances n'ont pas l'air de vouloir réagir. Il y a un G20 qui démarre sans le président chinois. Sans le président chinois, et la COP26 également sans lui. Et donc, on a l'impression que tout le monde laisse filer. Mais ça peut avoir des conséquences, cette découverte, considérables en matière de géopolitique. Noémie. Oui, je pense que vous êtes optimiste si vous pensez qu'un jour on aura une réponse sur cette question. Vous avez tout à fait raison, tant qu'il n'y aura pas de moyens de pression. La Chine, qui est quand même un État totalitaire et qui en a absolument rien à faire de ce que pensent les autres pays démocratiques, ne dira rien. Et vous l'avez rappelé, le seul qui a vraiment osé s'attaquer à la Chine, c'était Donald Trump, et qui avait eu un discours très ferme en expliquant que tant que la Chine, il avait essayé en tout cas de mettre en place des moyens de pression qui finalement n'ont pas abouti, mais évidemment que la Chine n'a aucun intérêt à dire ce qui s'est réellement passé, et surtout à mettre à pointer sa propre responsabilité. Et dès le début, en tout cas ce que l'on sait de façon certaine, c'est que la Chine a mis beaucoup de temps avant de donner même les premières informations qui auraient été extrêmement utiles à l'OMS. On se souvient d'ailleurs que les premiers médecins chinois avaient été bâillonnés, ils avaient certains d'ailleurs disparu, on ne sait pas vraiment comment. Donc pas tous, mais ceux qui ont alerté. Certains qui avaient voulu lancer l'alerte. Il y a eu quand même une chape de plomb depuis le début, même sur le nombre de morts. Enfin, souvenez-vous, c'était quand même assez... Il faudra voir les responsabilités. N'oublions pas que tout est imbriqué. Wuhan, le laboratoire P4, a été construit également avec la France, avec l'aide de la France. Donc on se rend compte bien sûr que dans ces situations-là, alors on ne sait pas du tout quelle est l'origine encore, je pense qu'on le saura probablement jamais, les moyens de pression ils sont impossibles, c'est-à-dire qu'on est dans un territoire chinois qui est par nature indépendant, donc qui nous laisse voir et qui laisse voir à l'OMS qu'il veut bien dévoiler. Donc je pense qu'on n'aura jamais la vérité, et que
par ailleurs, il est possible également que les responsabilités soient peut-être probablement plus partagées si le cas d'un coronavirus manipulé par les humains a été avéré, d'une communauté scientifique plus large que uniquement territoriale et donc seulement chinoise. Thomas Porte, on vous a pas entendu sur ce sujet. Non, mais je crois qu'on a besoin de transparence sur ce sujet-là. On regarde la gravité de ce qui s'est passé après, mais je partage ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'à mon avis, on n'aura jamais la vérité de ce qui s'est véritablement passé dans ce laboratoire. Et je pense qu'il y a potentiellement plusieurs responsabilités, ce qui fait que les uns et les autres n'ont pas forcément intérêt à ce que ce soit divulgué. Mais effectivement, sur la Chine, les moyens de pression sont très faibles. On le voit avec la crise des Ouïghours, où malgré quand même des pressions internationales, des prises de position de nombreux responsables politiques, il y a peu de choses qui bougent. Donc c'est aussi le symbole dans la société dans laquelle on évolue, où on n'a pas de réponse sur des sujets qui sont importants et qui peuvent dessiner l'avenir et qui peuvent revoir les équilibres effectivement géopolitiques. Oui, mais moi je partage une partie de votre pessimisme sur le fait qu'on sache un jour ce qui va se passer. Mais on ne peut pas se contenter de dire « Ah bah oui, mais on ne saura pas ». Il va falloir que les États, les grandes puissances, et notamment les États-Unis, fassent pression systématiquement, que la communauté internationale n'oublie pas ça, que la presse et les médias n'oublient pas ça. Je crois que le résultat de cette enquête, si tant est qu'il y ait une enquête un jour, sérieuse et objective, le résultat de cette enquête, il est fondamental pour l'avenir du monde. Car imaginez que l'on découvre, alors peut-être que les responsabilités seraient partagées effectivement, mais imaginez que l'on découvre aujourd'hui que le coronavirus, qu'il s'agit d'une fuite d'un laboratoire chinois, ça va faire un tremblement de terre. Bien sûr. Ça va faire un tremblement de terre. Bon, affaire à suivre. Donc le dossier n'est pas refermé. On va effectivement continuer d'en parler encore quelques temps, surtout que l'épidémie visiblement n'est pas totalement contrôlée puisqu'il y a une petite repoussée de fièvre. Thomas Porte, alors un sujet qui m'est cher aussi. Vous voulez parler d'un célèbre train de fret. Ouais, les trains célèbres, il n'y en a pas beaucoup et celui-là a agité l'actualité depuis plusieurs mois. Il y en a un qui va revenir aussi, la Palombe bleue. J'adore ce mot, c'est le Paris-Tarbes, le Lourdes, de nuit. Mais qui historiquement allait jusqu'à Hendaye et on n'a pas été jusqu'au tracé quand même historique. C'est vrai. Mais effectivement, moi je voulais parler du train fret, celui qu'on appelle le fameux train des fruits et légumes, qui est le Perpignan-Rungis, qui avait été arrêté il y a 3 ans par la direction de la SNCF et par le gouvernement, et qui permettait d'acheminer des fruits et légumes depuis le marché de Rungis jusqu'au cœur du marché de Perpignan, jusqu'aux mines de Rungis, et qui, chaque année, évitait qu'il y ait 25 000 ou 30 000 camions sur les routes. Au regard de la crise climatique, je crois qu'on parlera de la COP26 tout à l'heure, nous avons besoin de ces nouveaux modes de transport et du fret ferroviaire. C'est un véritable sujet, et je crois que c'est aussi le fruit d'une mobilisation, parce que s'il n'y avait pas eu la mobilisation à la fois des cheminots, des élus et des citoyens de tous bords, on n'aurait pas eu le retour de ce train-là, puisque la direction de la SNCF ne le voulait pas très clairement, et ça a été une bataille de longue haleine. Je rappelle quand même qu'en 86, quand ce train roulait, il y avait 82 wagons qui amenaient des fruits et légumes, et en 2019, on était à 40, et aujourd'hui, le train, il y aura simplement 12 wagons. Donc c'est pas une victoire totale, mais c'est le début d'une reconquête de cet outil qui est, tout le monde dit qu'il est utile à la lutte contre le réchauffement climatique. Juste, je termine sur un chiffre. Non, mais Thomas, chaque jour, quand le train Perpignan-Rungis ne roulait pas, c'était 44 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Voilà aujourd'hui ce qu'était le saccage du rail public. Oui, en sachant que pour tous ceux qui utilisent, je ne sais pas si c'est votre cas, l'autoroute qui mène à la frontière espagnole entre donc le nord et le sud de l'Europe, cette autoroute est une enfilade de camions. Il faut bien se rendre compte de ce que représente le fret par la route. Mais est-ce que c'est pas plus globalement quand même tellement dommage d'avoir laissé partir en déliquescence ce fret ferroviaire? Enfin, je veux dire, on est tous là, même les industriels le disent. Jérôme. Oui, un point pour rappeler que le fret. Là-dessus, les responsables politiques sont quand même grandement coupables. Le fret, je partage ce qui a été dit. Je connais pas très bien l'historique de cette ligne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fret ferroviaire, c'est 10% du fret en France, donc c'est assez ridicule. Et le transport par la route, c'est 90%. Bon. Donc, et on a laissé, effectivement, on n'a même pas laissé dériver, parce que ça a toujours été à peu près le même rapport. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une volonté politique en France, quel que soit le gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche, du centre, jamais eu une politique affirmée, une volonté politique de développer le fret ferroviaire. Alors, ça pose d'autres problèmes. D'ailleurs, le fret ferroviaire de la SNCF, il est chroniquement déficitaire.
Il est chroniquement déficitaire depuis quasiment qu'il existe. Oui, mais est-ce que c'est Donc pas... il n'y a pas de volonté politique, si vous voulez, de développer. Et c'est bien dommage, parce qu'on voit effectivement, comme vous le disiez, ces myriades de camions qui envahissent les autoroutes et qui, évidemment, émettent beaucoup de CO2. Et qui ne font que passer par le territoire français. Je crois qu'il y a une loi du marché. Alors les responsabilités, c'est des responsabilités probablement de l'État, c'est aussi les responsabilités probablement des routiers, surtout des chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? La prise de conscience, elle n'est pas récente de ces camions qui polluent les routes. Il y a eu des tentatives. Souvenons-nous des écotaxes. Souvenons-nous de la révolte derrière des bonnets rouges. Il y a eu des tentatives de faire payer les chauffeurs routiers, de faire payer les entreprises qui font rouler les camions sur les routes. Ça a été une bronca, une levée de bouclier, et donc bien sûr, par comparaison, le fret n'est pas forcément plus rentable pour voiturer les denrées. Donc ça veut dire quoi? Si on veut à un moment donné avoir un équilibre, il va falloir peut-être faire un jour payer les camions qui sont sur le territoire français, qui utilisent nos infrastructures et qui polluent finalement l'environnement. Je crois savoir, Thomas Porte, que je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça, mais certains avancent ce sujet-là, de faire payer les camions qui ne font que traverser le territoire français et qui utilisent nos infrastructures en gros. Oui, bien sûr, il y a une idée qui est mise sur la table depuis plusieurs mois et plusieurs années, d'ailleurs, qui est l'idée d'une taxe pour les poids lourds qui sont en transit, qui font simplement que passer sur le territoire national. Et par cette taxe-là, on pourra avoir une caisse nationale de financement qui serait redistribuée au fret ferroviaire pour le relancer. Mais je veux juste dire une chose, parce que le fret ferroviaire, on nous l'avait vendu depuis 2006, en fait, qu'il a été ouvert à la concurrence. On nous avait dit l'ouverture à la concurrence va tout régler. On avait à l'époque 16 ou 17 000 cheminots à fret SNCF, on est à moins de 4 000 aujourd'hui, et tout s'est cassé la gueule, si vous me permettez l'expression. Et effectivement, c'est un choix de société, et c'est un transport qui aujourd'hui demande de l'argent public, demande de l'investissement, si on veut avoir des trains qui roulent. Mais il y a aussi une rentabilité sociale, une rentabilité écologique derrière, et ça, c'est quelque chose qu'on met sur la table. Et aujourd'hui, effectivement, il faudra prendre la mesure du dossier, et pourquoi pas avoir une taxe nationale sur les poids lourds qui sont en transit. En tout cas, moi, je suis favorable. En sachant que le Perpignan-Rungis qui redémarre, c'est pour l'instant temporaire. Hein. C'est une solution à 3-4 ans. Hein. On est bien d'accord. Oui, c'est une solution temporaire, et c'est aussi pour ça qu'on est certes content qu'il y ait cette relance-là, mais on est aussi extrêmement vigilant sur la pérennité et le maintien de ce train dans les années à venir. Non, mais juste un point très rapide sur l'affaire de l'écotaxe, parce que effectivement, elle a provoqué un certain nombre de révoltes, et notamment en Bretagne avec l'histoire des bonnets rouges, mais elle a été particulièrement mal montée, particulièrement mal expliquée. D'ailleurs, on en a encore les stigmates aujourd'hui, puisque les autoroutes ont ces portiques épouvantables. Moi, j'avais demandé à ce qu'on les enlève quand j'étais élu de Paris sur le périphérique, et on a toujours... Ça coûte plus cher les enlever que ça défigure nos paysages. C'est épouvantable, ces portiques. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, chaque fois qu'on passe devant, c'est une horreur. C'est une horreur absolue. Et ça ne sert strictement à rien. Ben non, c'est toujours là. Bon. Alors ça va être utilisé, je crois, notamment dans le cadre du Grand Paris. Ces grands portiques vont être utilisés parce qu'il y aura des voies qui seront dédiées uniquement pour le covoiturage ou pour les mobilités collectives, et donc ça permettra d'identifier que ce sont bien uniquement des bus collectifs qui utilisent ces voies. Pour le moment, on subit ces horreurs. Le bon débat, est-ce qu'il faut opposer le train aux camions et aux emplois dans les chauffeurs routiers, puisque le fret ferroviaire, c'est aussi des lignes Trans-Europe, hein, puisque l'objectif aussi, c'est de permettre d'acheminer des denrées alimentaires qui viennent du sud de l'Espagne vers le nord de l'Europe, qui ne serviront même pas sur le marché français. Parce qu'on doit... Thomas Porte. Ouais, non, effectivement, on n'est pas là pour opposer le transport de marchandises par le rail aux chauffeurs routiers. On va pas leur dire on va mettre que des trains, on va supprimer vos emplois, c'est pas ça. Le dernier kilomètre, de toute façon, il faudra toujours le faire en camion, déjà c'est une première chose. Et on a besoin de trains, donc il faudra aussi avoir des plans de formation pour accompagner à la fois les entreprises et ces salariés de la route sur des nouveaux métiers, parce qu'on ne peut pas parler du transport routier sans non plus parler du dumping social et des conditions salariales et de travail de ces gens-là qui aujourd'hui sont pour la plupart catastrophiques. D'autant que le fret français se porte mal, enfin le fret routier, le transport routier de marchandises français se porte mal, qu'il est soumis à une concurrence déloyale depuis un certain nombre d'années, et que aujourd'hui les entreprises sont en difficulté. Que fait l'Europe sur ce sujet-là? Pas grand-chose, parce qu'en réalité la concurrence est déloyale.
totalement déloyal. Allez, on continue de parler de tous ces sujets. On va revenir avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité dans un instant après l'info de 11h sur Sud Radio. À tout de suite. Et le débat avec vous également, 0826 300 300. N'hésitez pas, vous pouvez intervenir à tout moment dans l'émission en compagnie de Thomas Porte, conseiller politique et porte-parole de Sandrine Rousseau, président de l'Observatoire national de l'extrême droite, Mathieu Chaigne, directeur associé à la BVA News Unit et cofondateur de Délit d'Opinion, Noémie Aliwa, essayiste et journaliste pour I24 News, et Jérôme Dubu, membre de La République En Marche. On en était à nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors après le Perpignan-Rungis, le coup de cœur de Thomas, Mathieu, vous avez un coup de cœur, vous, pour les militants de tout poil. Oui, exactement. Je voudrais faire mon coup de cœur pour ces militants. On dit que la France ne croit plus en la politique, que les Français sont dégoûtés par la politique et les partis. C'est pas totalement faux. Quand on regarde dans les enquêtes, il y a un tiers des Français qui ne se reconnaissent plus dans aucun parti, ce qu'on appelle de la désaffiliation politique. Et en même temps, comme dirait le président Macron, on voit qu'il y a quand même une mobilisation. 100 000 personnes qui vont voter pour l'élection des Républicains et définir qui sera le candidat à l'élection présidentielle. C'est une augmentation, je crois, de 30 000. Il y a quelques semaines, il y avait 100 000 personnes également qui votaient pour choisir le candidat vert qui allait les représenter à l'élection présidentielle. On voit par ailleurs qu'il y a des débats qui suscitent l'intérêt. Je pense au débat Zemmour-Mélenchon avec 4 millions de personnes qui ont suivi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie des Français qui continuent à être intéressés et surtout une partie des Français qui continuent à militer, à débattre, et je pense que c'est essentiel pour notre démocratie. Moi, à titre personnel, d'ailleurs, j'ai changé il y a encore quelques semaines ou quelques années, quand des gens venaient me tendre un prospectus d'un candidat qui ne me correspondait pas, je pouvais avoir un propos qui n'était pas très aimable. Et en fait, j'avais complètement tort, parce que ces gens-là qui vous tendent un prospectus, qui continuent à militer, qui continuent à y croire, ce sont eux qui font vivre la démocratie. Et donc le jour où on aura pu ces militants, on aura pu ces gens dans les salles, où on aura pu des gens qui choisiront pour leur candidat, où on aura pu d'élus, on n'aura qu'à s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, je veux dire un grand merci à tous ceux qui militent, qui y croient, qui croient dans la démocratie, qui continuent à faire vivre ce précieux bien commun. Faut être mordu pour être militant, Noémie, aujourd'hui? Ah oui, je pense, enfin, ça dépend quel militant. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit, et vous avez raison, c'est-à-dire que les gens s'engagent beaucoup moins peut-être en politique, ils votent moins, ils s'engagent moins dans des partis politiques, mais la politique n'a jamais été aussi présente. Tout est idéologisé quand on voit les woke, etc. C'est-à-dire qu'un Disney aujourd'hui, on va débattre pour savoir est-ce que l'homme a bien, par exemple, embrassé la femme alors qu'elle dormait, est-ce que c'est problématique politiquement, etc. Donc la politique est partout, mais elle n'est plus peut-être sur le terrain de la politique politicienne, si je puis dire, c'est-à-dire dans des partis avec du militantisme qui est beaucoup plus affirmé sur le terrain des partis politiques. Donc c'est ce paradoxe-là qui, je pense, auquel on assiste aujourd'hui. Mathieu, Jérôme. Oui, alors moi je partage. La République En Marche, vous avez suffisamment de militants. Non, mais la République En Marche, c'est pas un parti politique. Moi, j'ai connu des partis politiques beaucoup plus structurés, etc. Non, c'est une formation, c'est une association, une formation un peu particulière, puisqu'il n'y a pas d'adhésion, on ne paye pas une cotisation. Vous êtes militant ou adhérent sur un clic sur Internet, donc c'est une affaire totalement un peu à côté des autres partis politiques classiques. Le militantisme. Mais sur l'affaire des 100 000 participants, moi j'ai connu l'UMP, j'ai connu le RPR, il y avait 400 000 militants, il y avait 400 000 adhérents. D'ailleurs, militant et adhérent, c'est pas tout à fait la même chose, puisque militant, c'est quand vous engagez, quand vous participez, etc. Adhérent, vous payez votre cotisation, donc c'est un peu différent. Aujourd'hui, ils sont 100 000. Bon, très bien, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. L'engagement n'est plus du tout le même. Et d'ailleurs, quand vous regardez le taux de participation aux élections, moi c'est surtout ça qui m'inquiète, il est en baisse très nette. Élection après élection. Pour la première fois en 2017, aux législatives, il y a eu moins de 50% de participation électorale. C'est quand même extrêmement inquiétant. Alors, je partage cet engagement, puisque je l'ai fait moi-même et je continue à le faire, mais je trouve qu'il y a quand même des signaux qui sont extrêmement inquiétants, notamment le taux de participation en baisse aux élections. Et pourtant, les Français se passionnent pour la politique. Oui, on est un peuple passionné par la politique. Thomas. Mais je peux que partager le coup de cœur de Mathieu, évidemment. Bah oui. Évidemment, mais je pense qu'il a raison. Effectivement, il y a aujourd'hui un engagement politique qui se traduit pas forcément dans une adhésion dans les partis politiques, mais des gens se mobilisent sur des causes bien déterminées, à des moments de leur vie,
Après, ils disparaissent un peu, ils reviennent sur d'autres causes, mais on peut parler par exemple de tout ce qui touche au climat et toutes les mobilisations qu'il y a sur ce sujet-là, où il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Mais effectivement, moi je vais parler de ce qui s'est passé à la primaire des écologistes. On parlait d'une primaire où on allait avoir 10, 20 ou 25 000 votants dans le meilleur scénario. Et finalement, à la fin, on a eu 100 000 votants avec des débats. On peut les partager ou pas, mais c'était des débats de fond. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont un désir de s'emparer des sujets et de faire de la politique et de s'investir et de prendre leur part dans ce qui se passe dans la société. Et ils ne veulent pas rester acteurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et après, je partage, il faut aussi que ça se traduise après dans des phénomènes de vote lors des élections, parce que l'abstention est un phénomène qui est aussi dangereux pour la démocratie et qu'il faut qu'on arrive à faire revenir les gens aux urnes. Et on voit aussi que le nombre d'adhérents chez les Républicains a sensiblement augmenté pour pouvoir prétendre au vote du 4 décembre. Exactement. Pour des candidats. Donc c'est quand même un signal aussi. On entend les écologistes, ça a été la même chose. Donc il y a peut-être un... Oui, chez les Républicains, on est passé de 70 000 à 100 000. Alors bien sûr que c'était pas comme à l'époque, où il y a quelques années, où vous citiez 400 000 personnes, mais il y a quand même aujourd'hui, j'ai envie de dire malgré tout. Parce que c'est parce que la campagne présidentielle arrive. Oui, et que la campagne présidentielle est un moment particulièrement fort et sacré, peut-être trop d'ailleurs, de la vie politique française, parce qu'on en attend tout. Mais il y a un intérêt. Alors aujourd'hui, on a du mal à estimer le taux de participation réel, parce qu'il y a des signaux qui sont inquiétants, et en même temps, dans les déclarations d'intention, des Français à 90-95% se déclarent sûrs d'aller voter selon certaines enquêtes. Bon, tout ça, il y a à prendre avec beaucoup de précautions. On verra à partir du mois de janvier, février. Si toutes les autres élections ont connu des baisses très fortes de participation, l'élection présidentielle de 2017, il y a eu une baisse par rapport à 2012 qui était un peu notable, mais on reste autour des 80% de participation, ce qui est un chiffre qui est quand même très élevé. Non, d'abord, on n'était pas à 80% en 2017. On était à 77 c'est pas tout à fait la même chose. Autour des 80%. On se rapproche des 75%. Le record ayant été atteint en 2007 sur le deuxième tour Sarkozy-Royal, où là on a dépassé les 80%, et depuis on n'a plus connu ça. Et d'ailleurs, les deux derniers scrutins, le scrutin municipal et le scrutin régional, a été catastrophique. On est à 35% de participation, 30-35% de participation, c'est-à-dire que les 2/3 des Français, pour des scrutins locaux, sur lesquels souvent ils connaissent leurs élus, ce qui n'est pas le cas des législatives par exemple, les maires sont connus et reconnus et plutôt appréciés, on a quand même eu les 2/3 des Français qui ne sont pas venus voter. Après, ça a été une élection de pandémie, mais toujours est-il que la désaffection des urnes est une réalité aujourd'hui, et que visiblement pour l'instant on n'a pas encore trouvé le levier pour faire revenir les Français dans les isoloirs. On verra avec la candidature Zemmour, mais apparemment justement il y a une réserve de voix qui vient justement de la part de ceux qui d'habitude se sont désaffiliés de la politique et qui ne votent plus. Alors, on verra si c'est... En tout cas, c'est ce que disent pour l'instant les sondages. Complètement. Il y a 10% environ des gens qu'on ne retrouvait pas, qui étaient abstentionnistes, qui n'ont pas voté en 2017 et qui iraient voter pour Éric Zemmour. Ça veut dire quoi ? Qui iraient voter ou qui iraient pour faire barrage ? Alors, qui iraient voter pour Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'ils ont l'intention d'aller voter. Ça veut dire quoi par ailleurs ? Je reprends ce qui a été dit précédemment, c'est que le côté tête d'affiche s'ajoute. 2007, vous avez une tête d'affiche entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. C'est une tête d'affiche qui incite à aller voter. Allez, c'est comme au spectacle visiblement. Notre coup de cœur, Noémie, pour vous, c'est l'ouverture du premier musée Dreyfus en France. Exactement, et j'ai été le visiter hier, j'ai fait un reportage pour ma chaîne, il se trouve à Médan, dans les Yvelines, et en fait c'est le premier musée qui est consacré à l'affaire Dreyfus, c'est vraiment intéressant, il y a 500 documents, des tracts, des affiches, tout est bien expliqué, et surtout en fait ça se trouve, le musée a été installé dans la maison Zola, c'est sur un magnifique territoire, et donc forcément le musée met vraiment en avant cette relation qu'ont eu Zola et Dreyfus, ou en tout cas la façon dont Zola s'est battu. Et là, on revient complètement à ce que vous disiez il y a quelques minutes, c'est-à-dire cet engagement citoyen, l'impression qu'il y a des injustices, qu'il faut s'engager, qu'il faut essayer de faire quelque chose pour améliorer le monde, si je puis dire, en tout cas empêcher qu'il ne se défasse, pour reprendre les termes de Camus. Et donc, cet engagement-là de Zola dans l'affaire Dreyfus est vraiment mis en avant dans le musée. C'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Ça vaut vraiment la peine, parce qu'en plus vous avez deux musées pour le prix d'un, si je puis dire. Vous voyez d'une part le musée Dreyfus qui a ouvert ses portes pour la première fois hier, et la maison Zola qui est absolument sublime. C'est là où il a
a écrit d'ailleurs une bonne partie de ses œuvres, où il a vécu 24 ans de sa vie. C'est vraiment très très beau. Donc voilà, ça vaut la peine d'aller en famille, avec des enfants. De se comprendre une part d'histoire. Et on voit quoi à l'intérieur? Non, parce que c'est quoi? C'est des textes, c'est des... C'est des textes, c'est des tracts de l'époque, c'est des objets. Il y a des objets complètement farfelus. J'ai vu par exemple une canne. C'était une canne de l'époque avec un énorme nez. C'était une canne antisémite. Voilà, c'était la canne qui montrait que avec un nez qui sort. Enfin, il y a des objets d'époque qui nous replongent un petit peu dans cette histoire voilà, c'est ce pan de l'histoire de France qui est vraiment important et passionnant. Allez, on va marquer une courte pause dans ce débat ce matin. On va s'intéresser à ces 68% de Français, presque 7 sur 10, qui s'attendent à un mouvement social d'ampleur dans les prochaines semaines. Résultat du sondage IFOP pour Sud Radio. Où en est-on du mouvement des Gilets jaunes? Est-ce que ça peut repartir effectivement avec la hausse du prix des énergies? On y revient dans un instant avec nos 4 polémistes débatteurs du jour. Allez, à tout de suite. Allez, on parle politique avec ce sondage IFOP pour Sud Radio sur les mouvements sociaux potentiels. 68% des Français répondent qu'ils s'attendent à un mouvement social d'ampleur dans les prochaines semaines, d'envergure même. C'est un score plutôt bas si on le met en perspective, par exemple avec la crise des Gilets jaunes, où là 85% des Français s'attendaient à une explosion sociale, mais quand même à 6 mois de la présidentielle, alors que l'économie repart. On entend les chiffres, et encore le ministre de l'économie Bruno Le Maire dire ce matin qu'on a effectivement une progression de notre PIB comme on n'a jamais connu depuis 50 ans. Donc c'est quand même des ingrédients intéressants. Les chiffres du chômage qui sont aussi en train de diminuer selon les statistiques publiées encore hier. Mais voilà, 68% des Français, sans doute à cause du prix de l'explosion des prix de l'énergie, de cette inflation qui commence à pointer son nez, disent qu'il peut y avoir une flambée sociale dans les prochaines semaines. Thomas Porte, on peut dire que tout est réuni pour que ça explose ou pas? Parce qu'on dit ça souvent et on s'aperçoit que quand il y a des mouvements sociaux, finalement, ils sont des mouvements ou des journées interprofessionnelles lancées par les syndicats. C'est pas tellement suivi dans la rue, quoi. C'est pas tellement suivi, ça dépend ce que vous appelez, ça dépend des chiffres, mais moi je suis pas de celui qui pense que le grand soir va être d'un claquement de doigts. Mais effectivement, vous avez parlé de la question du PIB et tout ça, mais je crois que la vraie question, c'est la question de la répartition des richesses. Et quand vous avez, pendant la crise qu'on a connue, avec quand même plus de 1000 plans sociaux dans le pays, des milliers de licenciements, et vous avez quand même des chiffres où les 500 familles les plus riches de France ont eu 100 milliards de patrimoine avec une augmentation de 30%. Et on a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à bouffer, ils font la queue devant les banques alimentaires. On a 10 millions de pauvres. On a une réforme de l'assurance chômage qui va faire baisser les allocations d'une partie des chômeurs. Et vous avez parlé de l'explosion des prix de l'énergie, de l'essence, du gaz. On a parlé de la baguette de pain. Et dans le même temps, on a hier Total Energy qui annonce qu'elle a multiplié ses bénéfices par 23 sur une année, alors que le prix de l'essence explose. Et qu'elle a versé des milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, alors qu'elle a aussi bénéficié du dispositif de l'État via le chômage partiel. Donc ça pose des questions sur ce qui se passe dans la société. Et les gens voient bien qu'aujourd'hui, au-delà des chiffres et de la communication du gouvernement, leur vie quotidienne ne s'est pas améliorée et elle ne va pas aller en s'améliorant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont très inquiets pour l'avenir. Il y a beaucoup de boîtes qui sont aujourd'hui en suspens. Et la crise économique telle qu'on la connaît et telle qu'elle se traduit dans la vie quotidienne des gens, elle n'est pas terminée aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une telle colère. Mathieu. Oui, alors pour reprendre un petit peu ce qui vient d'être dit par Thomas, il y a les ingrédients sont là, mais comme ils ont été là depuis 10 ans en fait. C'est grave. Alors oui, c'est grave. Pourquoi aujourd'hui c'est un tout petit peu plus grave? C'est parce que ce qu'on appelle les dépenses contraintes ne cessent d'exploser. Ça, c'est quelque chose que n'arrive pas bien à déceler le gouvernement quand il dit le pouvoir d'achat, il augmente. En réalité, les Français sont pris à la gorge de plus en plus tôt. Aujourd'hui, il y a 30% des dépenses qui sont préengagées. Ça veut dire qu'au début du mois, les Français, ils ont leur revenu, il y a 30% qui part immédiatement. Ça monte à 40% chez les catégories populaires. Dépenses préengagées, c'est quoi? Ça peut être le logement, ça peut être l'énergie, mais c'est aussi toutes ces dépenses qu'aujourd'hui on juge incompressibles. Les forfaits mensuels, le forfait téléphonique, le forfait Netflix. Alors on peut se dire, mais pourquoi Netflix? En réalité, aujourd'hui, ça fait un panel qui fait que 40% des dépenses sont... L'État n'est pas responsable de notre budget Netflix. Oui, non, moi, ça paraît toujours étonnant sur ça. 40% des dépenses sont préengagées dans des catégories populaires. 30% au niveau des Français. Et donc se pose la question de savoir, mais pourquoi je ne suis pas augmenté? Et précisément, ce n'est pas quand ça ne va pas très mal, quand ça va très mal, qu'il y a des mouvements sociaux. C'est quand ça va
un tout petit peu mieux, quand on arrive à sortir un tout petit peu la tête de l'eau. Il n'y a pas eu de grand mouvement social pendant la crise du Covid, pendant lequel des catégories précaires ont perdu énormément. Des catégories précaires, les intérimaires qui ont été dégagés du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de mouvement social alors qu'en réalité c'était terrible. On peut dire que c'était un autre, c'était la mobilisation contre le pass sanitaire. On ne peut pas vous laisser dire ça, voyons, soyons sérieux. Pardon, ça n'a pas été terrible. Je finis. En fait, juste pour finir, il y a des catégories qui ont beaucoup gagné pendant la crise du Covid ou qui ont été soutenues. Il y a tout un angle mort aujourd'hui qui étaient les indépendants, qui ont été les intérimaires, qui ont été les CDD, qui ont été des variables d'ajustement dans certains secteurs qui ensuite ont pu être réemployés. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas quand ça va extrêmement mal qu'il y a des mouvements sociaux, c'est quand potentiellement on arrive à sortir la tête de l'eau et qu'on constate une injustice. Et là, je reprends ce qui a été dit par Thomas, des dépenses contraintes d'un côté qui augmentent très fortement et de l'autre, je finis juste là-dessus, de l'autre, il y a le fait qu'on ne voit pas son salaire qui augmente. Donc, si les salaires n'augmentent pas suffisamment alors qu'il y a de l'inflation, à ce moment-là, il y a un terreau qui commence à devenir embêtant pour le gouvernement. Noémie qui est sur le terrain. Oui, et sur le terrain, et je vais vous expliquer déjà d'où je parle. Moi, j'ai été reporter pendant 3 ans en Israël pour la chaîne, et donc je suis rentrée il y a quelques mois et je regarde l'actualité française avec un petit peu de comme quelqu'un qui exactement un œil neuf, et donc j'ai plutôt de l'affection pour cette espèce de romantisme révolutionnaire très français, que j'avais presque oublié pendant des années là-bas. Les gilets jaunes, c'est pas un romantisme. Les gilets jaunes, la mobilisation contre le pass sanitaire, Nuit debout, c'est-à-dire que presque tous les ans ou tous les 2 ans, il y a un nouveau mouvement révolutionnaire qui veut un petit peu tout renverser la table, et on voit qu'il n'y a pas de structuration politique derrière, donc finalement que ça n'aboutit pas. Je trouve que c'est un pays qui donne énormément d'aide, qui a énormément aidé pendant cette crise, en tout cas du coronavirus. Et quand on regarde un petit peu à l'étranger ce qui se passe, je vous assure qu'on n'est pas les plus à plaindre. Voilà, c'est juste pardonnez-moi, parce que les chiffres sont intéressants. 40% des personnes interrogées se disent révoltées, et une grande majorité d'électeurs, des partisans d'Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, font partie de ces gens révoltés et qui pensent qu'il peut y avoir une flambée. C'est le danger pour Emmanuel Macron, Jérôme Dubé ? Écoutez, Emmanuel Macron, il a eu un quinquennat compliqué, il faut bien le dire. La crise des gilets jaunes. Non, mais d'accord, mais est-ce que les 100 euros... Je termine, vous avez laissé parler les autres, je vais parler, merci. Et vous avez laissé... donc il a eu un quinquennat très compliqué. D'abord la crise des gilets jaunes, alors on peut dire que c'est de sa faute, etc. Moi je considère que c'est pas uniquement sa faute, même s'il y a eu des paroles un peu malheureuses qui ont pu effectivement agiter un certain nombre de gens et les provoquer. Bon, et puis il y a eu cette crise du Covid. Bon, sur le fait que un certain nombre de gens aient mal traversé la crise, c'est évident. Mais enfin, je rappelle d'abord qu'on a un record de dépenses publiques dans le PIB, record mondial. C'est-à-dire que c'est nous qui dépensons le plus d'argent public dans notre économie. 57% avant la crise, 60% maintenant. Bon. Je rappelle qu'on a injecté 17 milliards d'euros de pouvoir d'achat au moment de la crise des Gilets jaunes, qu'on a injecté 150 milliards d'euros dans l'économie française de dépenses publiques pour la crise du Covid, et qu'on est en train d'en réinjecter à peu près 10 à 15 milliards, ce qui fera en tout sur le quinquennat 200 milliards d'euros réinjectés en plus dans l'économie française de dépenses publiques. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors après, on peut s'interroger sur le fait de savoir à qui ça profite et s'il n'y a pas des injustices qui sont dans la société qui ne sont pas prises en compte. Du sondage, c'est la répartition des richesses. Donc si vous voulez, moi je veux bien qu'on dise il faut encore plus de dépenses publiques, encore plus de dépenses publiques, mais on voit bien qu'on a un modèle qui est arrivé à bout de ce que l'on peut faire. Regardez l'hôpital. Qui est arrivé à bout de ce que l'on peut faire. On a une chance inouïe en France. On peut continuer comme ça en disant il faut redistribuer, il faut continuer à redistribuer, mais redistribuer quoi? Puisque en réalité c'est de la redistribution par la dette. Donc moi je veux bien qu'on continue, qu'on nous dise, comme nous disent un certain nombre de candidats, il faut plus de dépenses publiques, mais d'accord, mais d'abord pourquoi faire, et deuxièmement comment on le finance. Moi j'attends qu'on réponde à cette... Quand Madame Hidalgo nous dit il faut augmenter de 50% les professeurs, c'est très gentil, tout le monde est bien d'accord là-dessus, mais comment fait-on ?
Comment fait-on? Moi, je veux bien qu'on constate et qu'on dise, voilà, la réponse, c'est la dépense publique. Mais à un moment, on arrive à saturation. Non, mais vous avez tout à fait raison sur le fait qu'il y a des taxes qui sont gigantesques et que l'État aide beaucoup. En tout cas, quand on voit, je parlais de l'exemple de l'hôpital, encore une fois, j'ai vécu donc 3 ans en Israël et je peux vous dire que de l'étranger, on voit ça avec beaucoup d'admiration, la façon dont en France, l'hôpital prend en charge, c'est l'État qui paye. Quand vous avez un problème de santé, eh bien, l'État vous prend en charge entièrement et ça, c'est inouï dans beaucoup de pays dans le monde. Si vous n'êtes pas riche, vous ne pouvez pas vous soigner. Et ça, c'est des choses auxquelles on est habitué en France. Mais il faut rappeler que on est beaucoup taxé aussi pour ça. Thomas, pour terminer sur ce sujet, l'argent public, l'argent magique. Non, oui, ça c'est les mots d'Emmanuel Macron, mais quand on parle de comment on finance tout ça, il y a des choix politiques qui sont faits, qui sont assumés aujourd'hui par le gouvernement. Je ne vais pas revenir sur la réforme de l'ISF et toutes ces réformes de la flat tax. Mais attendez, c'est 4 milliards d'euros. Arrêtez avec ça. C'est symbolique, franchement. Oui, c'est symbolique, mais vous parlez de l'hôpital public. Ce gouvernement n'a fait cesser de faire baisser le financement de l'hôpital public, à tel point que même le conseil scientifique dit qu'aujourd'hui, on a un lit sur 5 qui n'est pas ouvert parce qu'il manque du personnel soignant, et vous avez déversé des milliards d'euros sur des entreprises sans contrepartie, qu'elles soient environnementales ou sur l'emploi. Donc on a des boîtes comme Renault qui aujourd'hui touchent de l'aide publique et font des plans sociaux. Donc ça, c'est un véritable sujet. Il faut que l'argent public qui soit versé soit conditionné. On ne peut pas accepter que des boîtes qui ferment versent des dividendes et touchent de l'argent public. Ça, c'est plus acceptable et ça passe pas dans l'opinion publique. Allez, on va s'arrêter un court instant parce qu'on va faire une petite pause et ouvrir le dossier de la chasse. Yannick Jadot qui souhaite interdire la chasse le week-end et les vacances scolaires. On sent que ce dossier des chasseurs est un sujet central de la campagne présidentielle. On va l'ouvrir ici sur Sud Radio et avec vous également au 0826 300 300. Dites-nous si vous êtes pour qu'on interdise la chasse lorsque les week-ends arrivent et les vacances aussi. Allez, à tout de suite. Et avec vous au 0826 300 300 et en compagnie de Noémie Aliwa, essayiste journaliste pour News 24. On est également avec Mathieu Chienne, directeur associé à BVA Nudge Unit, cofondateur de Délit d'Opinion, Jérôme Dubu, membre de La République En Marche, et Thomas Porte, conseiller politique, porte-parole de Sandrine Rousseau, président de l'Observatoire national de l'extrême droite. Donc Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, votre candidat finalement, Thomas Porte, ce matin a annoncé qu'il souhaitait interdire la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires et imposer aussi que l'étourdissement lors de l'abattage rituel des animaux. Alors pour le justifier, il a évoqué de nombreux accidents de chasse qui touchent notamment les gens qui se baladent, les particuliers qui, prenant l'exemple de ce promeneur hier en Haute-Savoie qui a pris une balle à côté d'un cimetière, puisque la chasse en ce moment, je crois pour le petit gibier est ouverte. Je connais pas bien les dates de chasse, mais je crois que en ce moment c'est ce qui est autorisé. Pour ou contre ce débat d'interdire la chasse le week-end pour la protection des promeneurs, j'allais dire, est-ce que c'est un débat campagne contre ville aujourd'hui, Mathieu ? C'est d'abord pour plus d'1 million de chasseurs le sentiment d'être pointé du doigt, c'est le cas de le dire. Ce que on peut reprocher, c'est qu'il y a toute une catégorie de Français qui aujourd'hui se sentent de plus en plus exclus d'un modèle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sandel, qui est un Américain, qui disait le vote Trump, c'est des gens qui ont le sentiment qu'on les avait exclus de la société, qui devaient vivre différemment de la façon dont ils vivaient aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est un tout petit peu ce risque-là que prend une certaine écologie, c'est de donner le sentiment de stigmatiser une partie de citoyens qui ont l'habitude, à travers une culture, à travers un mode de vie plutôt rural, d'avoir des traditions. Et donc, je pense que plutôt que de jeter des mesures comme ça qui ne font que extrémiser les uns et les autres, il s'agirait plutôt de réfléchir, de mettre autour de la table les chasseurs et les promeneurs et de se dire comment on trouve en bonne intelligence les moyens à chacun de pouvoir vaquer à ses occupations. Voilà. Et là, encore une fois, on a idéologisé. Thomas, sur cette question, il y a eu cette semaine en plus une victoire de la part des écologistes avec la décision sur les chasses traditionnelles retoquée au Conseil d'État. Donc Oui, heureusement que le Conseil d'État était là, sinon, encore une fois...
Encore une fois, il y aurait eu un passage en force et on aurait cédé au lobby. Mais je crois que ce qu'a voulu dire Yannick Jadot, il n'est pas là. D'ailleurs, il n'a jamais opposé les ruraux aux urbains. C'est vraiment pas sa position. Simplement, on a eu quand même un accident, encore une fois dramatique ce week-end, ce qui est le deuxième en un mois en Haute-Savoie. On a en 2019-2020 141 victimes sur des accidents de chasse, quels qu'ils soient. Donc il y a un sujet sur ces questions. Et il n'a pas remis en cause, il n'a pas dit je vais interdire la chasse. Il a dit simplement sur des périodes qui sont le week-end et les vacances, pour mettre en sécurité celles et ceux qui sont dans la nature, qui se promènent, qui participent à la découverte de la biodiversité, de leur assurer un cadre qui soit tout à fait sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire des situations où on a des gens, et je ne fais pas la généralité, tous les chasseurs font attention à ce qui se passe, mais on a quand même un sujet où on a des gens qui aujourd'hui sont soit blessés, soit décèdent accidentellement quand ils se promènent dans la nature. Donc ça pose une véritable question sur ce qu'il faut faire dans les mois et les années à venir pour régler ce sujet-là. Mais il n'est pas question d'interdire la chasse tout court. D'ailleurs, il a simplement fait une proposition sur le week-end et les vacances scolaires. Je pense qu'on peut arriver à s'entendre sur cette proposition qui n'est pas non plus extrêmement radicale. Alors on est au 0826 300 300. On a Pierre qui nous a appelé depuis la Vendée. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue écoutez, sur Sud Radio. Alors. Oui, merci. Je voulais dire que moi je suis d'accord avec Monsieur Jadot. Il faudrait permettre aux gens de pouvoir se promener le week-end et jour férié en forêt. Parce qu'en plus, c'est la période où tout le monde rêve d'aller chercher soit des champignons, soit des châtaignes. Mais beaucoup n'osent pas sortir parce qu'ils ont peur de se faire tirer dessus, tout simplement. Ouais. C'est votre cas, Pierre ? C'est votre cas ? Oui, c'est mon cas. Oui, en plus, moi j'ai habité 16 ans près des grandes forêts d'Ermenonville, qui sont très riches en cèpes. Et en cervidés. Et en cervidés, certainement. Et bon, je vous avoue que des fois, on croise des chasseurs dans l'après-midi. Bon, ils n'ont pas l'air tout seuls dans leurs bottes, quoi. Hein. On a l'impression, certains ont même le cul voiture. Bon, c'est pas pour les critiquer et pour les caractériser. Il y en a sans doute des très sérieux. Mais bon, vous, ça vous rassure pour pas. Certains, voilà, ça me rassure pas du tout. Ouais, donc, je veux pas interdire la chasse. Hein, chacun peut avoir son plaisir, mais ceux qui ont envie d'avoir un plaisir à ramasser des châtaignes, des champignons ou tout simplement profiter de la nature devraient pouvoir le faire en toute sécurité. Voilà. Merci Pierre. Ce débat qui quand même est dans la campagne présidentielle. Hein, bien sûr. On le sent bien. Donc c'est quand même le vote des villes et le vote des champs. Hein. Bon, écoutez, moi, je ne comprends pas cette mesure de deux choses une, ou bien... 10 000 personnes dans les rues pour la manifestation dans les Landes. Hein. Il y a quand même deux choses une, ou bien on interdit la chasse définitivement parce que c'est dangereux, ou alors on considère que c'est pas dangereux et on l'interdit pas. Enfin, ça ne rime à rien de l'interdire le week-end et de l'interdire les jours fériés ou les jours de vacances. Et puis alors ce sentiment d'interdiction permanent, c'est vraiment, moi je ne supporte plus. Voilà, on est dans une société de l'interdiction en permanence. Chaque fois qu'il y a un problème, on interdit. Non, essayons de trouver. Vous avez raison de le dire, Mathieu. Essayons de trouver une solution de médiation. Mais systématiquement, clac, c'est le coup près. On dit, on interdit. Enfin, d'abord, c'est très facile de le dire. Et puis, deuxièmement, je ne sais pas si ça sera complètement respecté. D'ailleurs, quelle sera la sanction, on n'en sait rien. Et puis, troisièmement, sortons de cette société de l'interdiction en permanence. Enfin, ça devient invivable. Noémie. Entièrement d'accord avec vous, et je vais prolonger d'ailleurs ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire que ce discours-là de l'écologie punitive, qui passe son temps à vouloir interdire, sanctionner, punir, je suis pas du tout sûre que ce soit une bonne stratégie. Les victimes des accidents de chasse, je pense. Mais en tout cas, c'est pas la bonne stratégie de proposer sans cesse des interdictions. Bientôt, on va nous interdire de respirer. Je me souviens la semaine dernière, Sandrine Rousseau qui proposait de taxer encore l'essence pour essayer d'éviter qu'il y ait une augmentation comme ça des voitures et compagnie. En tout cas, c'est ce discours-là, je le trouve insupportable, exactement comme vous. Je pense que si l'écologie politique veut être un peu plus, entre guillemets, sexy et attirer un petit peu plus de monde, c'est pas du tout la bonne stratégie. Thomas Porte. Oui, ben je pense que c'est pas une société d'interdiction. C'est simplement aujourd'hui, il y a des urgences et je parle pas uniquement de la chasse, il y a des urgences écologiques. Et effectivement, on assume de dire que des positions, elles vont pas plaire à tout le monde et qu'il y a certaines personnes et certains pans de la société qui vont subir des choses par des mesures écologiques et aujourd'hui qui sont urgentes. Mais on a le GIEC dit qu'on a 5 ans pour changer les choses. Le temps des 2000 mesures, il est révolu. Et aujourd'hui, il faut des solutions radicales. Et une fois de plus, radical, c'est pas un gros mot. C'est ça qui me gêne.
c'est la radicalité en fait. Moi, je suis plutôt contre la radicalité. Et dans l'écologie politique, on sent toujours cette radicalité que je trouve dérangeante, dangereuse, et qui, à mon avis, fera toujours obstacle au fait qu'elle progresse et qu'elle devienne véritablement populaire comme elle pourrait l'être. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on n'a pas de mesures environnementales et qu'on fait des accords sur les coins de table. Et aujourd'hui, on parlera de la COP26 tout à l'heure, mais la situation climatique, elle n'a jamais été autant catastrophique sur la planète. On a connu un été avec des dômes de chaleur au Canada, avec des inondations, avec tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des mesures qui permettent à nos enfants d'avoir une planète vivable dans les années à venir. C'est ça le véritable sujet. Oui, mais d'accord. Mais il y a un moment où dans une société démocratique, vous ne pouvez pas contraindre en permanence. C'est pas possible. Ou alors on change de société. Et à ce moment-là, le remède est pire que le mal. Vous avez vu ce qui s'était passé pendant la crise du Covid. On était à la limite de l'acceptable. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui manifestaient en disant, je les soutiens pas, hein, mais je constate qu'ils manifestaient en disant, attention, on vient à la limite de ce qui est acceptable pour l'individu. On est dans une société profondément démocratique, contrairement à ce qui a été dit par un certain nombre de gens qui précisément manifestaient. Et donc moi je crois que la limite, c'est aussi d'avoir un équilibre entre ce que l'on peut accepter, ce que la société peut accepter, ce qu'elle est capable d'accepter dans un temps relativement court, et puis à long terme, essayer de positionner un certain nombre de mesures. Si vous voulez tout faire tout de suite, vous allez brusquer la société, vous allez la contraindre. Allez, on va refermer ce dossier parce que je pense que sur le dossier de la chasse, on y reviendra parce qu'il y a effectivement un sujet derrière tout ça et un sujet sur la campagne présidentielle, une campagne présidentielle dans laquelle Marine Le Pen tente de reprendre la main. C'est notre nouveau sujet. Hier, la présidente du Rassemblement national s'est donc déplacée à Alençon, rencontrer les forces de l'ordre et selon elle, les policiers et les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortier d'artifice et il n'y a pas eu, elle a dénoncé une forme de laxisme. Le problème, dit-elle, n'est pas policier mais politique. Et également, il n'y a pas eu d'interpellation, ce qui a donné une passe d'armes d'ailleurs avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui l'accuse de mentir. Alors, Marine Le Pen laboure le terrain pour essayer de récupérer, reprendre la main vis-à-vis de ce dossier de la sécurité, de la fermeté vis-à-vis d'Éric Zemmour ou pas, selon vous? Oui, Mathieu. Écoutez, d'abord en toile de fond, on a, tout le monde le sait, Marine Le Pen qui a vécu une baisse spectaculaire dans les intentions de vote. Elle était autour de 28% au mois de juillet. Elle est autour de 16-17% aujourd'hui. Donc elle se doit de reprendre la main. Elle a fait une première erreur, je crois, stratégique au cœur de l'été. Elle a probablement ignoré le phénomène Zemmour, anticipé qu'il n'irait pas, alors même s'il n'est pas encore candidat. Et du coup, elle a fait une campagne de second tour. Elle s'est dit qu'elle devait se dédiaboliser, continuer sur la voie de la dédiabolisation. Donc elle a un peu abandonné son terrain sécurité, immigration pour aller sur un nouveau champ qui était celui de la liberté. Vous vous souvenez notamment de son nouveau slogan de campagne qui était sur la liberté. Ce faisant, elle a essayé de surfer sur le mouvement aussi des antipasses sanitaires, d'en appeler aussi à la liberté plus largement pour casser son image de sectarisme et d'extrême droite. Et donc elle a abandonné un champ dans lequel s'est engouffré Éric Zemmour. Hier, ce qu'elle a fait à Alençon, Marine Le Pen, c'est qu'elle est revenue sur ses fondamentaux, là où elle est à l'aise, là où elle est jugée plutôt crédible, la sécurité, le retour de l'ordre. Est-ce que ça va être suffisant pour ramener à elle un électorat ? Je pense pas, parce que Zemmour a créé un poison du doute qui est de dire, de toute manière, Marine Le Pen ne pourra jamais être élue présidente de la République. Et ça, il n'y a rien de plus démobilisateur pour une partie de l'électorat. Jérôme Dubu. Oui, on voit bien ce qu'elle a dit hier, qu'elle reprend effectivement le flambeau qu'elle avait laissé un peu tomber. Je partage cette analyse. D'ailleurs, il suffit d'entendre Jean-Marie Le Pen parler de la campagne de sa fille pour tout comprendre. Jean-Marie Le Pen est ce qu'il est. Moi, je partage pas du tout ses idées, mais il a souvent une analyse assez vraie de la vie politique française. Et il a dit un Front National qui n'est plus provocateur, un Front National qui rentre dans le schéma classique, ça n'intéresse plus personne. Bon, écoutez, Marine Le Pen, elle est en train de subir cette constatation. Et donc, elle fait de la surenchère. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, vous l'avez pas cité tout à l'heure, mais elle a dit 2 absurdités, 2 énormités hier. D'abord, elle a dit qu'il y avait des zones de non-France. Alors moi, il faudra m'expliquer ce que c'est que les zones de non-France, parce que les jeunes que j'ai vus discuter, dialoguer avec elle, c'était des Français. Ce sont des Français qui sont nés sur le territoire national, et avec le droit du sol, ils sont Français. Bon, premièrement, donc il n'y a pas de zone de non-France en France. Et deuxièmement, elle nous a dit qu'il y avait 90% des délits qui étaient commis sur la voie publique, et des agressions étaient commis par des gens d'origine étrangère.
alors qu'en France, nous n'avons pas de statistiques ethniques sur l'insécurité. Et c'est formellement interdit. Donc je me demande d'où sort ce chiffre de 90%. Et on retrouve la Marine Le Pen du débat du deuxième tour, disant tout et n'importe quoi pour essayer de rameuter les électeurs. Noémie. Alors vous dites que vous ne savez pas ce que c'est que des zones de non-France. Moi je sais ce que c'est. C'est des territoires, ce qu'on appelle aussi les territoires perdus de la République. C'est simplement des lieux où les lois de la France, les lois de la République ne sont plus respectées. C'est des lois, si vous avez vu tout simplement le film Bac Nord, c'est une zone de non-France. Enfin, c'est-à-dire c'est un lieu. C'est un lieu. Non, mais évidemment qu'il s'agissait de faire un discours à échelle nationale. Il s'agit de parler à toute la France et pas de parler uniquement à ceux qui se trouvent dans cette ville. Si vous avez vu le film Bac Nord, vous savez ce que c'est qu'une zone de non-France. C'est l'endroit où la police ne peut pas rentrer, où les lois de la République ne sont pas respectées, où on vend de la drogue. Non, mais ça, c'est une zone de non-droit. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il n'y avait plus de Français. De non-France, mais parce que la France, mais ça, c'est ce que vous interprétez. Mais non, mais c'est exactement ce qu'elle voulait dire. C'est aussi un ensemble de lois, de valeurs qui, parfois, ne sont pas respectées sur des territoires, ce qu'on appelle aussi les territoires perdus de la République. C'est la théorie du grand remplacement qui est véhiculée aujourd'hui par Éric Zemmour. Non, parce que c'est pas une question de racines ou de là d'où on vient ou de là d'où on vit. Le problème, c'est ce qu'on fait, en fait. Thomas Porte, on vous a pas entendu sur ce sujet de Marine Le Pen, son déplacement hier à Alençon, c'est une tentative de rattraper un peu du retard. Comment vous l'analysez ? Je sais pas, vraiment, j'ai toujours du mal à me positionner sur ça parce que je cours pas après les analyses de Marine Le Pen, mais je crois qu'elle fait ce que ça a été rappelé, elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire aller dans un territoire et mentir, puisque toutes ses prises de position hier en territoire étaient des mensonges. Elle a parlé des statistiques ethniques qui n'existent pas, des territoires de non-France, donc il y a une espèce de course en plus par rapport à Éric Zemmour avec les propos de plus en plus loin, puisqu'Éric Zemmour, en fait, c'est Jean-Marie Le Pen avec 20 ans de moins, il fait la même campagne qui avait été faite à l'époque avec des propos radicaux, y compris des propos racistes qui sont commis sur les plateaux et à longueur de journée. Moi, je suis toujours dérangé aujourd'hui quand on arrive quand même à avoir des débats autour de la théorie du grand remplacement, qui est une théorie raciste, qui a été utilisée par des gens pour commettre des attentats. Ça pose quand même des sujets. Et je termine sur une chose, Marine Le Pen, ça me fait rigoler, ça a été rappelé quand elle se présente comme la candidate de la liberté, puisqu'elle avait cité plus de 100 fois le mot liberté dans son discours au cours de l'été, et alors qu'il y a quelques jours, elle était en déplacement chez Viktor Orban, qui n'est quand même pas le plus grand garant des libertés à l'intérieur de son pays, par exemple. Donc on voit une fois de plus qu'il y a derrière l'affichage, il y a la réalité de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Ce sont deux candidats d'extrême droite qui sont des gens qui remettent en cause les principes républicains, la démocratie, qui sont contre la presse, qui sont extrêmement dangereux pour ce pays. Et il faudra toujours le dire partout où on peut. Et c'est pas aujourd'hui des bons signaux pour notre pays d'avoir deux candidats à ce niveau-là. Allez, je m'arrête sur ce chapitre-là, puisqu'on va ouvrir celui de la COP26. Il va nous rester quelques minutes pour en parler. La COP26 démarre ce week-end, ce lundi à Glasgow. C'est l'ouverture donc de la conférence annuelle de la lutte contre le réchauffement climatique. Et l'objectif n'est pas d'essayer d'arrêter le réchauffement climatique, mais de rester sous la barre des 2 degrés. Ces COP servent-elles encore à quelque chose ? On y revient avec vous 4 et vous aussi au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Le débat continue pendant la pause. On va aborder la COP26 dans un instant, mais on débattait entre nous en ce moment sur la notion de non-France. Ce que disait effectivement Marine Le Pen hier, et vous dénonciez, Jérôme Dubus, cette appellation utilisée par la présidente du Rassemblement national. Alors, et vous comprenez pas non, je comprends les zones. Je comprends ce qu'elle veut dire. Je comprends où elle veut en venir. C'est récupérer des électeurs qui sont aujourd'hui attirés chez Zemmour. Donc je comprends son vocabulaire, mais je le condamne fermement. Et je dis que ce n'est pas la vérité. Il y a peut-être des zones de non-droit où effectivement il y a des enclaves où la loi ne s'applique plus parce qu'il y a un trafic de drogue, parce que c'est contrôlé par un certain nombre de réseaux, etc. Ok, mais les gens, les jeunes qui ont dialogué avec elle, ils étaient français, qu'on le veuille ou non. Après, que ça plaise ou pas, c'est un autre sujet. Mais ces jeunes étaient français, ils parlaient français, ils étaient habillés comme nous, et ils étaient français, je le répète. Et qu'elles disent à Alençon, c'est une zone de non-France, c'est absolument inadmissible. Et si on commence à donner du crédit à ce genre de propos, alors là, on met le doigt dans l'engrenage. Excusez-moi, mais vous n'avez pas besoin de donner du crédit à ces propos, puisque la réalité, elle est telle qu'elle est pour les gens qui vivent dans des quartiers dits sensibles. Je ne parle pas des quartiers privilégiés. Moi, j'ai grandi à Sarcelles, dans une banlieue qui est l'une des plus pauvres de France. Je peux vous dire qu'il y a des endroits où les lois de la France ne sont pas respectées. Et c'est très important de le préciser. Il ne s'agit pas de se poser la question de savoir d'où les gens viennent, s'ils viennent d'Afrique, s'ils viennent du Maghreb, s'ils viennent d'ailleurs. La question, ce n'est pas d'où l'on vient. Et ça, c'est un discours profondément
républicain. Non, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a fait ce travail d'intégration. Moi, je viens d'une famille juive séfarade. Mes grands-parents sont arrivés, ils se sont intégrés et ils ont intégré les valeurs de la France. La question, c'est celle de l'intégration qui est accessible à tout le monde. Donc, ceux qui vivent en France peuvent parfaitement aimer la France, s'intégrer, prendre les valeurs de la France. Et c'est cette France-là qui est accessible à tout celui qui le veut, qui doit perdurer sur tous les territoires. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter qu'on emploie ce genre de choses. Juste là-dessus, sur cette notion de non-France, est-ce que c'est un terme qui vous choque, Thomas ? Effectivement, évidemment que c'est un terme qui me choque et je pense qu'on n'a pas à commenter pendant des heures ce thème-là, parce que ça n'existe pas, les zones de non-France dans notre pays. Enfin, c'est un propos qui est particulièrement choquant. Et c'est parce que vous avez ces discours-là que Le Pen, que Zemmour explose, parce qu'en fait, on nie une réalité qui existe. Déjà, je vous avais pas coupé, ma responsabilité sur la montée d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, ça fait des années que je combats l'extrême droite, donc je peux pas vous laisser dire ça. Peut-être pas de la même façon. Une zone de non-France, ça n'existe pas dans notre pays. C'est des propos qui sont profondément choquants et qui mettent le doigt dans quelque chose. Jusqu'où on va aller dans les déclarations de ces candidats d'extrême droite qui aujourd'hui proposent à longueur de journée des argumentaires de haine, de stigmatisation de certaines catégories de la population, n'ont aucune réponse d'ailleurs à apporter à ces gens-là, puisqu'à part dire il y a trop d'étrangers, il faut tous les renvoyer chez eux, il n'y a pas le début d'une proposition, si ce n'est le permis à point. Donc il faut arrêter aujourd'hui ces propos-là qui sont extrêmement dangereux, qui portent un projet de division de la société, alors qu'on a besoin d'autres valeurs aujourd'hui qui sont de solidarité, de justice sociale, de partage des richesses. C'est ça les vraies préoccupations des Français. Je termine juste sur une chose, parce que je le dis avec un peu de colère. Les enquêtes disent que les deux sujets majeurs et les préoccupations des Françaises et des Français sont le pouvoir d'achat et les questions environnementales. Donc posons ces questions dans le débat et arrêtons de parler à longueur de journée d'immigration et de sécurité. On termine, Noémie ? Très rapidement, ce sont justement les plus pauvres qui souffrent de ces questions-là. Et encore une fois, c'est la réalité qui fait que les gens décident ensuite de voter pour Zemmour, pour Le Pen. Et en plus, c'est eux aussi que vous pointez du doigt et que vous stigmatisez en leur disant que ce sont des racistes. Pas vous personnellement, mais ce discours-là qui dit que, la non-France n'existe pas, et deux, que c'est une honte de le dénoncer. Et c'est ce qui fait que les gens sont révoltés, en colère, et qui vont aller voter pour des extrémistes. Je voudrais qu'on termine rapidement ce tour de table, Mathieu, sur ce sujet-là. Vous voulez rajouter court ? Court, il y a la perception et il y a la réalité. Je suis pas capable de différencier les deux. Ce qui est extrêmement important en revanche, c'est pas donner le sentiment à des Français qui sont convaincus qu'il y a des enjeux de sécurité, qu'il y a des zones de non-droit, je sais pas comment on l'appelle, que ces sujets-là sont ignorés. Et donc je reviens sur ce que vient de dire Thomas. Oui, il y a les sujets de pouvoir d'achat. N'oublions pas que dans toutes les enquêtes, il y a deux sujets qui reviennent de façon systématique, la sécurité et la question de l'immigration. Et donc, je pense que c'est aussi un débat pour la gauche, c'est comment la gauche apporte ses propres réponses sur ces questions-là qui sont fondamentales. Je pense qu'elle ne pourra pas faire l'impasse en traitant uniquement les questions environnementales et pouvoir d'achat, qui sont essentielles aux yeux des Français, autant que les questions d'immigration et de sécurité. Donc, quelle est la matrice de la gauche sur ces thématiques ? Allez, on ouvre les questions d'environnement, puisque je vous le disais, la COP26 va démarrer lundi à Glasgow. COP26, conférence annuelle, avec 6 ans après l'accord de Paris, l'objectif de rester nettement en dessous des 2 degrés, puisqu'on sait maintenant que l'objectif de passer en dessous de la barre des 2 degrés sera pratiquement atteint, voire dépassé. Thomas Porte, beaucoup se demandent finalement si depuis les accords de Paris, 6 ans après, ces COP, ces grands rendez-vous, ces grands raouts annuels servent encore à quelque chose, Thomas ? Je crois qu'ils sont utiles. Ce qui remet en cause ce qui est décidé dans les COP et dans les accords de Paris, c'est les politiques qui après sont mises en place par les États. La COP, elle a vocation à fixer des objectifs et à fixer des objectifs ambitieux aux États. La France vient d'ailleurs d'être condamnée pour son inaction climatique, mais on est déjà en retard sur ce qui avait été décidé aux accords de Paris. Il y avait un papier qui était dans l'IB hier qui expliquait déjà que si simplement les pays de l'accord de Paris avaient respecté leur engagement, ça engagerait déjà une augmentation des émissions de 16%, avec une augmentation de quasiment 2,7 degrés. Et le GIEC dit qu'il faut réduire les émissions de 45% d'ici 5 ou 10 ans pour accélérer. Donc on a une réalité, ces COP-là, elles sont utiles. Simplement, il faut que les objectifs qui soient fixés soient respectés. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je rappelle qu'on avait les pays du G20, qui sont quand même les premiers émetteurs de CO2, avaient promis un fonds de 100 milliards de dollars par an à destination des pays en voie de développement et des pays pauvres pour les aider à être accompagnés dans la transition écologique. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. On parle maintenant d'atteindre cette somme en 2023. Donc je crois qu'il faut pas dire que ces COP-là sont inutiles, parce qu'il y a aussi une certaine forme de renoncement à dire ça. Il faut simplement dire qu'il faut derrière ces sommets-là des décisions politiques concrètes, et malheureusement aujourd'hui, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est ça le véritable sujet, c'est pas l'utilité ou pas de la COP, c'est quelles politiques publiques sont menées dans les États après.
Est-ce que les grands événements climatiques qu'on a vécus vont finalement permettre d'avancer plus vite, en tous les cas de réagir plus vite, Mathieu, Jérôme, c'est Noémie? c'est la pression des citoyens qui va faire la différence. Des écologistes forts, oui, ça met la pression sur les gouvernements. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors, juste je fais une parenthèse. Dans tous les pays européens, on va voir ce qui va se passer en Allemagne notamment. Les Verts n'ont pas forcément remporté trop les élections. Sauf s'ils sont en capacité de faire une majorité, de contribuer à une majorité. Donc c'est ça qui va être important. Ensuite, il y a un deuxième élément, je reviens sur ce qu'a dit Thomas, la COP21, elle a permis d'ancrer chez les citoyens l'urgence d'agir, le chiffre de 1,5 à 2,2% d'augmentation maximum. Et puis il y a les engagements des États et les engagements des entreprises. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont en train de s'engager pour la neutralité carbone. C'est aussi un grand pas en avant. Jérôme, oui, très rapidement, pour dire qu'effectivement, il ne faut pas se tromper d'objectif. La COP21 n'impose pas des mesures coercitives. Elle impose un objectif et chaque État doit le respecter. Mais c'est la responsabilité des États. Donc on croit à chaque fois que la COP21 va imposer, et d'ailleurs heureusement qu'elle n'impose pas parce qu'elle en serait bien incapable, mais non. Donc c'est un rendez-vous qui est utile, effectivement, mais il y a des États vertueux, et il y a des États qui ne sont pas vertueux. Quand je vois ce qui se passe en Chine, avec l'augmentation de la production de charbon, je me dis que la Chine, qui d'ailleurs ne sera pas représentée par son président à la COP26, ni l'URSS, ni la Russie, excusez-moi, ni Poutine, ni M. Xi Jinping ne seront à Glasgow, c'est quand même très symbolique. Noémie, pour conclure. Oui, et pour conclure, je cite ce petit papier de Charlie Hebdo qui est très drôle et que j'ai lu hier, qui s'appelle De COP en COP, un quart de siècle de dernière chance. Et en fait, ils expliquent qu'évidemment, à chaque nouvelle COP, on nous explique que c'est la dernière chance. Et je rejoins complètement ce que vous disiez. C'est la responsabilité des États, c'est à eux de décider. Et évidemment que ce genre d'union et de possibilité de punir n'est pas véritablement utile. En tous les cas, ça sera au cœur de l'actualité. Ça démarre lundi, la COP26. On y reviendra évidemment sur Sud Radio dans tous les rendez-vous. Il n'y a que la France qui nous a divisés, ça va. Bon, c'est déjà. On va finir par vous faire en sorte que vous entendiez. Merci à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est André Bercot.